savez, une réunion de travail extrêmement nourrie avec le Premier ministre, avec le ministre des Solidarités et de la Santé et moi-même et toutes les organisations syndicales ainsi que des organisations représentatives de parents d'élèves. C'était un moment très important après cette journée qui a quand même été une journée de forte mobilisation dont nous avons compris les tenants et aboutissants. Il y a évidemment une fatigue par rapport à tous les enjeux de la crise sanitaire. Chacun le comprend et ce soir, ça a été un moment de bonne discussion pour aller de l'avant sur des points concrets. Ça a été un moment aussi d'explication et c'est très important toujours d'expliquer le champ de contraintes dans lequel nous travaillons. Et d'ailleurs, pour tirer une conséquence concrète de cela, il a été décidé qu'il y aurait désormais une réunion bimensuelle avec les organisations syndicales, mais aussi avec le ministère de la Santé, ainsi bien sûr que le ministère de l'Éducation nationale. C'est très important ainsi de partager l'information le plus en direct possible, ce qui permettra aussi de comprendre parfois pourquoi des décisions doivent subir des adaptations, parfois très rapides. Et je pense que ce travail d'explication continuera à être nécessaire dans les temps prochains, même si nous espérons tous évidemment que ces temps prochains justement seront caractérisés par un abaissement du virus. Il y a eu évidemment beaucoup d'attentes qui ont été exprimées. Je crois qu'avec le Premier ministre, nous y avons répondu pour certaines d'entre elles. Je voudrais en donner les grandes lignes maintenant. D'abord, donc, cette dimension de concertation permanente, en tout cas très régulière, pour regarder les enjeux de santé et les contraintes que cela fait peser notamment sur les protocoles sanitaires et les adaptations nécessaires. En second lieu, il y a tous les enjeux d'équipement. Nous avons entendu l'attente en matière de masques FFP2. Nous avons rappelé que le Haut Conseil de santé publique ne préconisait pas spécialement leur développement, mais nous avons souhaité avec le Premier ministre que ce soit possible quand même, notamment pour certains personnels. Je pense aux professeurs en maternelle qui ont des enfants sans masque face à eux, aux professeurs qui interviennent devant les élèves en situation de handicap, à ceux que nous appelons les AESH. Plus globalement, une disponibilité de ces masques à l'école primaire comme dans le second degré, pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, en ont besoin, même si le principe n'est pas une généralisation pour tous tout le temps. Ce n'est pas forcément souhaitable en soi. Néanmoins, c'est 5 millions de masques FFP2 qui seront ainsi diffusés dans le système scolaire pour répondre aux besoins. Nous avons aussi parlé des capteurs de CO2. Comme vous le savez, il s'agit d'une compétence des collectivités locales, mais l'État a créé un fonds pour soutenir les collectivités locales qui auraient des difficultés pour s'en procurer. Le Premier ministre a annoncé que nous réabonderions ce fonds en tant que nécessaire, en tant que de besoin. À ce stade, il n'est pas épuisé, mais nous renvoyons le message clair, aussi bien aux communes qu'aux départements qu'aux régions, de la possibilité d'avoir l'État à leur côté pour cet équipement qui est important et qui commence maintenant à être bien développé, mais qui doit être complété. Et puis, il y avait des attentes en matière de moyens humains. Nous avons débloqué un certain nombre de moyens humains correspondant à des revendications qui existaient et que je comprends parfaitement d'ailleurs depuis un certain temps, parce qu'il est exact que le Covid crée des absences de professeurs, de personnel administratif et qu'il faut pourvoir à ce remplacement. Donc j'ai annoncé que nous recruterions 3300 contractuels de plus, que nous allons avoir recours aux listes complémentaires, c'est-à-dire donc des personnes qui sont sur des listes de concours et qui rentrent ainsi dans la fonction, notamment à l'école primaire. Nous allons aussi recruter ce que l'on appelle les assistants d'éducation et nous allons recruter des personnels d'appui administratif pour les directeurs d'école, puisque nous le savons, les directrices et directeurs d'école sont très mobilisés par la gestion de la crise sanitaire et ont besoin de cet appui. Nous avions commencé à fournir ce type de personnel et nous allons plus loin. Nous détaillerons les chiffres pour chacune de ces catégories d'apports nouveaux, mais ils sont importants. C'est donc plusieurs milliers de personnes qui, dans le système éducatif, vont venir en appui et aussi nos moyens de remplacement donc, qui s'accentuent pour faire face à la crise. Et puis enfin, il y avait aussi des attentes pour certains assouplissements ou certains allègements de ce qu'il y a en matière d'évaluation et d'examen. En particulier, vous savez, au début de la semaine prochaine devait commencer ce que l'on appelle les évaluations de mi-CP, autrement dit, ce qui nous permet de voir où en sont les élèves en janvier, donc au milieu de l'année scolaire, quant à leur acquisition des savoirs fondamentaux en français et en mathématiques. Nous tenons beaucoup à cette évaluation, mais les circonstances sanitaires font que ce ne serait pas une bonne chose de les maintenir pour la semaine prochaine. On va donc les reporter à un délai qui reste à définir dans les discussions que nous aurons justement avec les organisations représentatives et après des analyses de terrain.
Enfin, il y avait aussi une attente pour reporter les épreuves d'enseignement de spécialité du baccalauréat, qui normalement ont lieu au mois de mars dans le cadre de la nouvelle réforme. Vous savez, les élèves de terminale passent alors 2 épreuves. Là aussi, nous devons prendre en compte le fait que le quotidien n'est pas facile actuellement, qu'il y a certains lycéens qui ont pu être fortement absents du fait de la maladie. Et donc, nous allons faire une analyse, là encore, avec les organisations représentatives. Je consulterai le Conseil national de la vie lycéenne pour voir s'il est opportun d'avoir un report de ces épreuves de mars vers le mois de juin. C'est une décision que j'aurai à acter dans les tout prochains temps, mais après de nouvelles concertations. Je crois qu'avec l'ensemble de ces décisions, il y a eu une réponse à des attentes qui ont été exprimées, que c'est important maintenant de revenir à un climat de confiance dans l'intérêt général. Je sais que c'est ce à quoi aspirent les professeurs de notre pays et l'ensemble des personnels. Nous avons tous parfois de la lassitude vis-à-vis des contraintes qu'impose ce virus, mais la meilleure réponse à ce virus, c'est quand même notre unité nationale, qui suppose aussi une bonne compréhension partagée des enjeux, des réponses à apporter. Notre capacité à admettre toujours avec humilité que rien n'est parfait, qu'on peut évidemment améliorer des choses. Et c'est ce que nous allons toujours continuer à essayer de faire. Et je crois que la réunion de ce soir a été à la fois utile aussi bien sur le plan du climat que sur le plan des mesures concrètes qui en résultent. Je vous remercie. Les syndicats ont tous réclamé un changement de méthode de la part de votre ministère pour justement restaurer la confiance. Qu'est-ce que vous comptez modifier ? Alors, la réunion bimensuelle dont je vous parlais est un élément de méthode très important parce qu'elle permet de gagner un temps dans la compréhension de ce qui vient du ministère de la Santé. Il faut rappeler que le protocole sanitaire qui a été donné en ce début de mois de janvier est en fait la transposition. Voilà, mesdames, messieurs, on passe à la partie questions-réponses. S'il y avait des choses intéressantes, on reviendrait bien évidemment sur le ministre de l'Éducation nationale. Si vous prenez LCI en cours de route, sachez que à l'issue de cette journée de mobilisation de grève des enseignants, 77 000 personnes ont marché un peu partout en France, eh bien, il y a eu une réunion de 3 heures au ministère de l'Éducation nationale avec Jean-Michel Blanquer, mais aussi Jean Castex, fait assez rare. Le Premier ministre était à ses côtés, ainsi qu'Olivier Véran par Skype, et les organisations syndicales. Ça a duré 3 heures et il y a quand même énormément de choses qui sont sorties de tout ça. Pardon, je reviens vers vous. On commence avec vous, Jean-Michel Apathy. C'est quand même un truc record. La grève aujourd'hui, le jour même, c'est assez rare, hein, le jour même, tout le monde est reçu au ministère de l'Éducation nationale. Le Premier ministre est là. Et à 23 h, emballé c'est pesé, pardon, les propositions sont faites. Normalement, il faut 3 semaines pour tout ça. Là, on a réduit le temps, et là, il a annoncé des propositions qui ne sont pas anecdotiques. Hein. On va peut-être faire le point d'ailleurs quand même sur les propositions. Alors, on peut les reprendre pas une à une. Vous les avez notées ? Mais... Oui, bien sûr. On vous écoute. 5 millions... Une concertation oui, avec les syndicats, allez-y. tous les 15 jours. Ouais. C'est faire l'aveu que jusque-là, la discussion n'était pas assez serrée et pas assez suivie avec eux. Donc là, il y a la reconnaissance d'une faille que Jean-Michel Blanquer annonce et assume. Donc tous les 15 jours, avec les syndicats, il va y avoir une information partagée. Elle était insuffisamment. Et Olivier Véran. Et Olivier Véran, absolument. 5 millions de masques FFP2. Les enseignants le réclamaient depuis longtemps. Peut-être à tort. Je ne sais pas si Olivier Véran a expliqué aux enseignants ce que beaucoup de médecins ont expliqué. C'est très difficile de porter les masques FFP2 pendant un temps assez long. Et il faut très bien le porter. Pas comme le masque ordinaire. Celui-là, le masque FFP2, il faut qu'il soit complètement fermé pour être efficace. Et c'est assez pénible. Alors, ce ne sera pas pour tous les enseignants. C'est non, c'est vrai, mais il y aura quand même 5 millions de masques. Les enseignants des écoles maternelles qui ont face à eux des petits qui n'ont pas de masque. Mais 5 millions de masques, bon, après, il en faudra sans doute beaucoup plus. Mais... Et puis ensuite, il y a des mesures qui coûtent. Alors ça, on ne nous dit pas combien ça coûte. On ne nous dit jamais combien ça coûte. D'abord, des moyens humains assez importants. Plusieurs milliers de personnes qui vont être recrutées de manière temporaire pour suppléer soit des instituteurs, des professeurs ou du personnel d'encadrement. Bon, donc là, on sort le chéquier. De toute façon... Il n'y a jamais aucun problème. De l'argent, il n'y en a pas, mais il y en a toujours. Et des capteurs de CO2, là aussi, un fonds va être abondé. Visiblement, entre les collectivités territoriales et l'État, ça a beaucoup patiné jusque-là, puisque les écoles, c'est la responsabilité des mairies. C'est eux qui auraient dû l'installer. N'ayant pas d'argent pour le faire, ils attendaient que l'État finance. L'État a dit on va financer, mais on ne sait pas quand. Mais là, on va y aller. Donc, carton plein pour les syndicats.
et reconnaissance d'une certaine manière et du côté du gouvernement que ce qui aurait pu être fait, ce qui est fait là, aurait quand même pu on être va fait retourner priorité au direct. Jean-Michel Blanquer qui s'exprime sur sa relation avec Olivier Véran. Avec nous en visioconférence et dans ces moments-là, vous voyez très bien justement la complémentarité de ce que nous avons à faire. Et donc non, il y a au contraire une très bonne ambiance de travail. Il est tout à fait normal qu'il y ait des discussions, parfois même des points de vue différents. C'est le sens de ce qui se passe par exemple en Conseil de défense. Et il est normal que donc le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale parfois défendent des points de vue différents. C'est logique et c'est sain. Après que les commentateurs traduisent ça par une dimension conflictuelle, ça fait partie du commentaire libre, mais en réalité, ça traduit un travail collégial important. Pas de conflit du tout. Les tests J0, J2, J4 sont maintenus. On voit que c'est ce qui a posé problème, c'est la semaine dernière et cette semaine, avec des enfants qu'il faut tester tous les 2 jours. Qu'est-ce qui va changer là concrètement? Rien pour l'instant sur cette question-là. On voit que c'est ça qui a aussi cristallisé aussi les mécontentements à la fois des parents et à la fois des directeurs d'école qui devaient gérer l'attestation, etc. Bien sûr, si on fait la généalogie de ce qui s'est passé, nous avions, avant les vacances de Noël, un système qui reposait sur le retour à l'école lorsqu'il y avait eu un cas positif dans la classe, le retour à l'école donc des élèves de cette classe dès lors qu'ils avaient un test négatif. Rappelons que c'est cette règle qui est en vigueur depuis la fin du mois de novembre et qu'elle nous a permis de passer le mois de décembre le plus normalement possible. Ce qui a changé au retour des vacances, c'est d'ajouter 2 autotests à cette règle. Et 2 autotests au premier test. Alors, si vous me laissez développer, il y a eu donc il y a un test. Si vous voulez, je recommence parce que là, donc il y a la règle qui valait avant les vacances de Noël était un test que l'on faisait pour revenir à l'école. Lorsque nous, oui. Pardon, excusez-moi, c'est pas la même chose. C'était un test en pharmacie. Oui, un test en pharmacie, oui. Par un professionnel. Donc aujourd'hui, c'est les tests faits par les parents. Oui, si vous me laissez terminer, c'est exactement ce que je vais vous dire. Oui, tout à fait. Vous pouvez le préciser quand Je vais le faire. Très bien. Alors, il y avait, avant les vacances de Noël, un test que l'on faisait en pharmacie pour pouvoir revenir à l'école. Et lorsque nous sommes revenus des vacances, il y avait toujours cette règle-là, auquel se sont ajoutés 2 autotests. Autotest à J2 et autotest à J4. Ce qui a créé des troubles la première semaine, c'est le fait que le variant Omicron se répandant considérablement. Il y a une énorme demande de tests, et d'où les queues en pharmacie. Les choses se sont quand même largement régulées depuis, heureusement. Et puis le Premier ministre a annoncé, vous le savez tous, lundi dernier, qu'on passait à 3 autotests, justement pour tenir compte du fait que c'était devenu trop compliqué pour les familles et aussi pour les directeurs et directrices d'école et l'ensemble des acteurs concernés. Donc nous restons dans ce système-là de 3 autotests et c'est ce système donc, qui a été décidé pour tenir compte des réalités de terrain, je l'espère, nous permet maintenant, si j'ose dire, en vitesse de croisière, d'avoir une sécurité sanitaire en même temps que l'ouverture des écoles qui reste notre objectif fondamental. Rappelons qu'il y a un enjeu aussi de santé physique et psychologique de nos enfants, en plus d'un enjeu d'apprentissage évidemment, au fait de laisser les écoles ouvertes. Et j'ai reconstaté avec plaisir ce soir que tous les acteurs autour de la table adhéraient au principe de tout faire pour que les écoles restent ouvertes. Les autotests sont difficiles à trouver et pas toujours gratuits pour les parents. Alors, les autotests ont été distribués en pharmacie en grand nombre. Cette semaine, c'est 11 millions d'autotests qui ont été diffusés. Et lorsqu'il s'agit des enfants, ce sont des autotests gratuits. Lorsqu'on vient avec un certificat de l'école, parce qu'on appartient à une classe où il y a un cas de contamination. Est-ce que c'est aussi la moindre virulence du virus qui fait que vous avez choisi finalement de laisser circuler un peu plus facilement, forcément avec des données, c'est moins fiable que... Non, alors votre question est une question sanitaire d'ordre général qui, si la réponse était oui, vaudrait pour la société entière. Mais la réponse n'est pas oui. Le ministre des Solidarités et de la Santé serait plus apte à vous répondre sur ce point, parce que c'est évidemment des stratégies sanitaires. Mais notre objectif, non, c'est de réduire le risque.
l'objectif ne peut pas être de supprimer le risque. Avec un variant qui circule de cette façon-là, nous devons gérer le risque. Et fort heureusement, c'est un variant qui, nous le savons tous, a un impact sur la santé plus faible que les précédents variants. Et donc, c'est pas pour autant que nous considérons qu'il doit circuler librement, mais nous considérons qu'on doit y mettre des gestes barrières, comme on le dit, et qu'on doit diminuer le risque de contamination en franchissant sans doute très prochainement le pic. Et bien sûr, c'est les jours et les semaines prochaines et les semaines qui viennent qui nous permettront. Voilà, Jean-Michel Blanquer, donc, qui après avoir reçu les syndicats d'enseignants ce jeudi, après une grande mobilisation nationale, fait donc le point sur les principales annonces. On refait le point, donc 5 millions de masques FFP2 distribués à l'école, une réunion bimensuelle avec les organisations syndicales, les ministères de l'Éducation et de la Santé, et puis des recrutements, des moyens de remplacement accentués pour venir en aide aux écoles dans cette période un peu perturbée. Très important, hein. Il a dit 3300 contractuels de plus, 3300, des personnels d'appui administratif, des agents divers, ça fait plusieurs milliers de personnes quand même. C'est important parce qu'on sent qu'on est en période électorale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le redis, je suis sidéré par ce storytelling. Ce matin, manifestation toute la journée. On y reviendra sur la manif. 77 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur en France. Ce soir, le jour même de la manif, tous les syndicats sont reçus au ministère de l'Éducation nationale. Comme si ça ne suffisait pas, on dit « Oh là là !» Il y aura le ministre, mais il y aura aussi Olivier Véran, qui a le Covid, donc en Skype. Et puis il y aura aussi le Premier ministre. Donc gros dispositif. La réunion dure, qu'importe. On ne reporte pas le deuxième volet de la réunion à demain ou à après-demain. C'est pas grave, on fait durer la réunion jusqu'à 23h ou 22h30. Et à 22h30, on sort en annonçant pléthore de mesures. Tout ça s'est passé en 12 heures. À mon avis, c'est unique, c'est exceptionnel. Alors, je ne sais pas si c'est exceptionnel. J'ai jamais vu ça, moi. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le gouvernement qui se couche. Alors, effectivement, il y a des élections dans 3 mois. Et, tout ce qui a été demandé par les syndicats est demandé depuis très longtemps. Un seul exemple, les capteurs de CO2. Ça fait des mois et des mois que les enseignants les réclament. Ça fait des mois et des mois que le ministère de l'Éducation nationale fait la sourde oreille. Non, il dit que c'est la collectivité locale qui s'en occupe. Oui. Non, mais pourquoi c'est la collectivité Vous permettez les collectivités locales, d'accord. Mais alors là, pourquoi c'est le gouvernement qui prend les choses en main? Alors qu'il aurait pu les prendre en main depuis très longtemps. Il a laissé les choses et le climat pourrir. Autant je suis d'accord avec vous, Madame le député, pour dire que la France, en termes d'ouverture de classe, a été tout à fait exceptionnelle par rapport à ses voisins européens, parce que la volonté d'ouverture a toujours été la philosophie du président de la République, pas celle du ministre de la Santé d'ailleurs, ni celle du Premier ministre qui était plutôt des refermistes, alors que le président était un ouvriste, tout comme d'ailleurs Blanquer. Mais sur le plan des revendications, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en plus, il y a une montée en enchères qui est faite par le personnel enseignant, qui sait très bien, qui représente un poids électoral très important, qui réclame tout ce qu'il vient d'obtenir depuis des mois et des mois, et qui sait que les élections arrivent. Et donc le gouvernement est coincé. Et donc ça fait quand même se dire qu'on en arrive là pour qu'ils obtiennent satisfaction et pour que les choses soient mises aux normes, c'est un peu triste. Laetitia Avia, comme par hasard, c'est un peu une défaite du gouvernement. Non, mais, oui, c'est une négociation qui aboutit et c'est une négociation réussie. Et c'est une bonne chose quand le dialogue social fonctionne. C'est une bonne chose. Vous n'allez pas me dire qu'il fonctionne en une journée. Et on doit tous s'en féliciter. Sur les capteurs de CO2, moi je vais vous rappeler une chose. Le fonds qui a été abondé par l'État, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier. C'est 20 millions d'euros qui ont été versés aux collectivités pour qu'elles mettent en œuvre justement ces capteurs de CO2. Sauf qu'aujourd'hui, ce fonds, il n'est pas utilisé. Et moi, ce que je comprends des déclarations... Les régions ont touché l'argent, mais n'ont pas acheté les capteurs. Les municipalités. Et on a réalisé, en effet, j'ai quelques collègues aussi, qui ont appelé la municipalité, qui ont dit, mais est-ce que vous le savez, nous l'avons voté, nous l'avons mis dans la loi de finances. Maintenant, c'est à vous de l'utiliser. Et c'est vrai que là, il va y avoir une accélération, mais ce fonds, nous l'avons voté, nous l'avons mis en œuvre. Les municipalités n'ont pas vu l'argent. Mais parce que ce
fonds est là et elles doivent donc ensuite s'en saisir pour mettre en œuvre et pour Comme par hasard, c'est débloqué ce soir. Mais non, il est déjà débloqué. Je vous dis, on l'a voté dans la loi de finances. Non, mais bien sûr que si. Mais écoutez ce qu'a dit votre ministre de l'Éducation nationale. Quand même. Et vous savez, surtout, ce que je fais, c'est que je vote des lois et je sais ce que je vote. Donc ça, c'est ce qui permet de savoir ce que l'on a mis en œuvre. Et ensuite, l'autre sujet sur les contractuels. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on fait ça. On l'a fait également sur la justice. Je vous dire, je suis en particulier 3300 contractuels qui vont être embauchés pour suppléer les profs qui ont le Covid. On a mis 2900 contractuels sur une période de 6 mois, donc en 2 fois 3 mois, dans la justice. Également, c'est exactement le même sujet, c'est ce qu'on a appelé les sucres rapides, parce qu'on avait notre justice qui était, nos magistrats qui nous disaient qu'ils étaient épuisés, surtout après la grève des avocats, puis le Covid, trop de dossiers. Et donc oui, on a utilisé ce système de contractuels pour venir les soutenir, les accompagner. Vous allez financer, ça va coûter des centaines de millions d'euros. D'où vient l'argent ? D'où vient l'argent? Qui va payer? Ça, c'est la dette publique qui va payer. C'est toujours pareil. Il y a des sujets sur lesquels nous assumons pleinement ce quoi qu'il en coûte. Nous l'avons fait pour notre économie. Mais qui va payer? Et nous devons le faire encore. C'est la dette publique, évidemment. Mais il y a quand même une chose qui est... Madame Avia... Attendez. Un quoi qu'il en coûte pour les commerçants et que lorsqu'il s'agit de l'avenir de nos enfants, de l'éducation, nous ne soyons pas au rendez-vous. Bien entendu, ce n'est pas une question financière aujourd'hui. Et s'il faut des contractuels pour soulager, pour accompagner, pour aider, nous l'avons fait dans d'autres matières. Nous le faisons en matière d'éducation. Dans ce studio, il y a vraiment que Jean-Michel Apathy qui est comptable de l'argent public. Parce que c'est pas une réponse acceptable. C'est pas une réponse acceptable, Jean-Michel. Monsieur Boudet, est-ce que je peux ajouter une chose allez-y. Vous êtes pas privé de parole, Yves. Et qui est capitale quand même, c'est que cette épidémie, on arrive à son terme. Et il a fallu attendre 24 mois et son terme pour qu'on débloque ça. Vous n'allez pas me dire qu'il y a une anomalie qui est grotesque. Et qui est grotesque, alors que le ministre de la Santé, ce matin, a annoncé que la fin était prochaine. Le plus magnifique, c'est, pardon, Julie, nos voisins espagnols, c'est pas les Bermudes, hein, l'Espagne, voilà, qui a des centaines de kilomètres en commun avec nous. Pedro Sanchez a dit, à partir de maintenant, dans les prochains jours, nous allons prendre une décision qui placera le Covid au même niveau que la grippe. Ils ne l'ont pas fait encore. Non, ils ont dit qu'ils allaient le faire. Oui, le Premier ministre l'a dit. On peut caricaturer et dire qu'on Il l'a dit. On peut caricaturer et dire qu'on est les derniers des derniers, mais je pense que ça n'est pas juste. Bien sûr que aujourd'hui, nous commençons à comprendre qu'Omicron, qui nous a effrayés il y a encore 15 jours, ou 3 semaines, n'est pas, heureusement, aussi dangereux que nous l'avions imaginé. Donc la question se pose, effectivement, non pas d'arrêter de surveiller la circulation du virus, parce qu'un virus qui circule, c'est un virus qui peut muter. Alors, aujourd'hui, on a le sentiment que les mutations affaiblissent le virus. Il ne faudrait pas qu'on ait une mauvaise surprise. Malgré tout, puisqu'Omicron est moins dangereux que nous ne le pensions, il faut se poser la question de savoir si nous allons ou pas vers une sortie de crise. C'est possible, ce n'est pas certain. Toute décision active pourrait coûter cher. Les hospitalisations continuent d'augmenter quand même. On serait fondé, oui, bien sûr. Mais disons que la mortalité d'Omicron paraît faible. Donc en fonction de cela, on peut réfléchir différemment. C'est la première fois que tous les experts sont d'accord. Depuis combien de temps vivons-nous avec cette idée? Quelques jours. Donc, lever le dispositif, il faudra le faire prudemment. C'est une bonne nouvelle. Mais on ne va pas tirer profit de cette bonne nouvelle pour dire qu'on les démange, parce que demain encore, il faudra faire des tests PCR. Sans doute, nous devrons vivre avec le pass sanitaire assez longtemps, par exemple. On ne lèvera pas toutes les restrictions. Je vous annonce, à vous qui traînez de temps en temps vos croquenots dans les rues de Paris, que vous allez pouvoir vous balader... Sans masque. Sans masque. Bien sûr. Et si c'est le cas à Paris, on peut imaginer que ça le soit très rapidement à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, à Lille, voire à Clermont-Ferrand et même à Lectoure dans le Gers. Mais c'est pour la raison que je vous disais, c'est que Omicron est moins mortel qu'on ne l'avait pensé. Donc le dispositif commence à être levé sur certains points. Le pass sanitaire, sans doute, on en a pour un moment. Oui, mais attendez, ça on veut va pas dire écouter quand même. Un dernier mot et ensuite on écoute Jean-Michel Blanquer. Le pass sanitaire, évidemment qu'on va le garder. On va garder plein de choses, par prudence et par sécurité. Plein de choses, je sais pas. C'est la première fois. C'est la première fois, et on a fait cet exercice au Figaro aujourd'hui, où on réunit toutes les déclarations des personnalités les plus importantes et compétentes en matière de santé au monde, où il y a une convergence de données. Oui, bien sûr. Une convergence. C'est une bonne nouvelle. Et qui vous disent,
on arrive à terme. Alors, ce qui est quand même étonnant... On arrive à terme, pas à la fin de la semaine, on arrive à terme... d'ici à un mois. Oui, un mois, 2 mois, on sait pas. C'est dommage de bêtises non plus. De façon aussi tardive. Bon, en tout cas, ils sont nombreux à demander sa démission. Yannick Jadot, certains dans la classe politique, parmi les socialistes. Il a réagi à ça, Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui. Il le dit. C'est de la politique politicienne, on l'écoute. Il ne m'a pas échappé que certains voient dans cette mobilisation, par ailleurs compréhensible, de la part des acteurs de terrain qui, de bonne foi, expriment une lassitude par rapport à un certain nombre de choses, et que dans ce contexte, donc, des personnalités politiques trouvent que c'est le moment de faire de la politique politicienne. Je pense que les Français voient ça avec le discernement nécessaire. Les amis, j'ai 2 choses à vous dire. Cet après-midi, dans le défilé parisien, il y a eu 2 événements majeurs. Il y a eu Anne Hidalgo qui a été chahutée, voilà, qui a même été éjectée. Cassez-vous, allez faire les soldes. Du coup, elle est partie. Oui. Elle est partie. Bon. Du coup, oui. Et il y en a un qui s'est promené comme un poisson dans l'eau, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas été très tendre avec le ministre de l'Éducation nationale. Écoutez, c'était donc cet après-midi dans la manifestation des enseignants grévistes. Il y a des gens qui considéraient que tout ça, la politique, que c'est pas vraiment un sujet, qui s'y réintéressent, qui se réimpliquent et tout ça. Ça, c'est le moment important. C'est ça qu'a réussi Blanquer. Hein. Il a à moitié démoli l'école, mais il a réussi à remettre tout le monde d'accord à l'école. C'est pas mal. Contre les parts. Alors, nous, on pense qu'un appareil est utile. Donc, il faut surtout pas qu'ils partent. Il faut laisser leur chance au bon arrière. Bon, toute plaisanterie n'ira pas. On n'en peut plus, quoi. Comprenez-le, c'est même plus idéologique ni politique. C'est juste, vous êtes prof, vous êtes directeur d'une école, les consignes changent tous les jours. Ou tous les 2 jours, c'est ingérable. Voilà. Ça n'a peut-être pas été très clair, mais Jean-Luc Mélenchon a traité le ministre de l'Éducation nationale de crétin. Crétin utile. Et de bon à rien. Dans la même phrase. Voilà, il y a eu un petit problème de son, vous ne l'avez pas entendu, mais bon, voilà. Jean-Luc Mélenchon, c'est courant alternatif, un jour sur 2. Un jour, il est très gentil et il dit qu'il faut, je sais pas, le mot de bienveillance, c'est plutôt à Emmanuel Macron qu'il faut l'attribuer, mais enfin, qu'il faut vivre ensemble et comment le président de la République dit on va emmerder les Français, mais enfin, quand on fait de la politique, on ne parle pas comme ça, on respecte les gens. Et puis, courant alternatif, un autre jour, crétin, bon à rien, voilà. C'est Jean-Luc Mélenchon, c'est désolant. Les insultes, les verbes négatifs comme celui d'emmerder n'ont pas leur place. Quand on est un dirigeant important, on n'utilise pas ces mots-là. Un crétin, je trouve ça vraiment moche d'employer des mots comme ça. Il traverse des moments difficiles, Blanquer, pas que à cause de Mélenchon. Si ça n'était que ça serait pas très grave, mais on sent que bon, ça a été dur avec Olivier Véran, on sent qu'il est un peu déstabilisé par cette grève, ce mouvement aujourd'hui. Les profs sont dans un schéma, tout le monde déteste Blanquer, enfin, c'est pas facile pour lui. Jean-Michel Blanquer, depuis 2 ans, gère nos écoles dans une crise sanitaire. Non, c'est pas facile pour lui. En effet, ce n'est facile pour personne, mais il est à l'œuvre, il travaille au quotidien, il essaie de trouver les meilleures solutions pour nos enfants, et je trouve qu'il le fait plutôt bien, en fait. Donc, ces petites phrases de Jean-Luc Mélenchon... c'est médiocre. On dit qu'il a un caractère solitaire, qu'il communique peu avec ses équipes, peu avec les parlementaires. Est-ce que finalement, il ne s'enferme pas dans son fonctionnement personnel, dans une tour d'ivoire qui lui nuit ? Écoutez, moi, je ne suis pas là pour commenter les commentaires. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'aux questions au gouvernement, on l'entend beaucoup, puisque beaucoup de questions sont posées à Jean-Michel Blanquer et qu'il a largement l'occasion d'exposer les décisions qui sont prises, le pourquoi, le comment, etc., auprès de tous les partis politiques. Yves Tréhard. Oui, moi, je trouve que depuis le début du quinquennat, c'est probablement un des ministres les plus courageux qu'il y ait eu. D'abord, je vous rappelle quand même que les ministres de l'Éducation nationale, depuis une vingtaine d'années, ils ont une durée de vie d'en moyenne 2 ans. Lui, il y a des chances pour qu'il fasse tout le quinquennat. Après, sur le fond de son dossier, il a mené des réformes. Il a mené des réformes, qu'on soit d'accord ou en désaccord avec lui. L'histoire d'abord des classes dans les quartiers difficiles découplées. La réforme du baccalauréat s'est passée un peu inaperçue à cause de la crise sanitaire, mais il a quand même conduit cette réforme, qu'on soit en plus d'accord ou pas.
toujours pareil. Et il n'a pas essuyé, contrairement à tous ses prédécesseurs, de mouvement. C'est le premier, là, c'est le début. C'est pas de chance pour lui, c'est à la fin du quinquennat que ça arrive. Mais il n'a pas essuyé de grands mouvements de manifestation, alors que tous ses prédécesseurs en ont eu. Il a fallu les exfiltrer. Alors la deuxième chose que je voudrais dire... Il me reste 10 secondes, Yves. Il me reste 10 secondes, simplement pour dire que lui, il était là pour faire des réformes. Il n'était pas là pour gérer la crise sanitaire. Et on le sentait... Pardon, je vais utiliser un mot, ça l'emmerdait, c'était pas son truc, ça. On le sentait. Et c'est pour ça qu'au dernier moment, il était obligé de faire les choses. Dans ce sens-là, ça va. Pardon ? Dans ce sens-là, ça va. Oui. C'était au dernier moment qu'il fallait qu'il était obligé, parce qu'il y était contraint, mais c'était pas son truc, quoi. Et on sentait que ça l'ennuyait. Bien. On revient vers vous dans quelques instants. On parlera dans quelques instants de ce qui se passe à droite. Pécresse, Zemmour, Marine Le Pen. Mais tout de suite, à 23h, c'est le journal. Et on revient donc sur l'actualité de la journée, cette grève des enseignants en France, journée de mobilisation nationale contre la valse des protocoles sanitaires. Ils étaient près de 78 000 dans la rue selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Jean Castex recevait ce soir les syndicats en présence de Jean-Michel Blanquer. La réunion a duré 3 longues heures, plus longtemps que prévu. Et à la fin, les syndicats paraissaient plutôt satisfaits. Ils ont obtenu des réponses à leurs revendications. On va retrouver tout de suite Hélène Bonnet. Vous étiez présente au ministère de l'Éducation. Vous y êtes d'ailleurs toujours. Est-ce qu'on peut faire le point sur ce qu'a annoncé Jean-Michel Blanquer ce soir ? Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, la réunion était très très longue, mais il y a eu quelques annonces effectivement par Jean-Michel Blanquer. Par exemple, 5 millions de masques FFP2 qui vont être distribués pour les enseignants dans les écoles, ou encore des renforts d'effectifs. Par exemple, 3300 contractuels qui vont venir renforcer le système éducatif pour faire face à la crise. Voilà pour les exemples d'annonces. On parle aussi du report de certains examens. Par exemple, pour les CP, ça devait avoir lieu la semaine prochaine. Eh bien, finalement, ils seront reportés. Et puis, Jean-Michel Blanquer a surtout promis un changement de méthode. Ces changements successifs de protocole ces derniers jours avaient irrité les syndicats. Ils voulaient plus de communication, moins de changements. Donc, promesse de changement de méthode. Et puis, Jean-Michel Blanquer, il a surtout aussi répondu à une question sur ses rapports avec le ministre de la Santé, Olivier Véran. Souvenez-vous, lors du dernier Conseil des ministres, les deux hommes avaient eu un échange tendu. Eh bien, je vous propose d'écouter Jean-Michel Blanquer à ce sujet. Ça va très bien. Si vous aviez été là ce soir, vous l'auriez vu. D'ailleurs, je remercie Olivier Véran qui, quoique atteint par le Covid, justement, était avec nous en visioconférence. Et dans ces moments-là, vous voyez très bien justement la complémentarité de ce que nous avons à faire. Et donc non, il y a au contraire une très bonne ambiance de travail. Il est tout à fait normal qu'il y ait des discussions, parfois même des points de vue différents. C'est le sens de ce qui se passe par exemple en Conseil de défense. Et il est normal que donc le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale parfois défendent des points de vue différents. C'est logique et c'est sain. Après que les commentateurs traduisent ça par une dimension conflictuelle, ça fait partie du commentaire libre. Mais en réalité, ça traduit un travail collégial important. Interrogé également sur les appels à la démission, Jean-Michel Blanquer a dit a reconnu qu'il s'agissait d'un débat politique à quelques mois des élections. Quant aux syndicats, eh bien, eux, ils ont expliqué qu'ils se réuniraient demain pour décider ou non du prolongement du mouvement. Merci beaucoup Hélène Bonnet avec Morgane Pope. Pas d'accord entre les députés et les sénateurs sur le pass vaccinal. Ils étaient tout proches pourtant d'en trouver un, mais la majorité met en cause un tweet du sénateur républicain Bruno Retailleau qui aurait fait dérailler les négociations. Le texte va devoir être à nouveau examiné à l'Assemblée et au Sénat en vue de son adoption définitive.